Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour parler des failles web et plus particulièrement des injections SQL. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu la base, donc le contexte, c'est-à-dire je vais vous parler de SQL et des différents types de bases de données. Ensuite, je vais vous parler des failles principales des injections SQL qui sont donc le bypass authentication et le union select attack. Ensuite, je vais vous parler donc de comment détecter des failles donc d'injection SQL en utilisant un outil automatisé qui s'appelle SQLMap. Et pour finir, je vais vous montrer comment protéger vos codes si vous construisez un site internet ou une application qui est reliée à une base de données quelconque, que ce soit relationnelle ou non relationnelle, comment essayer de la protéger contre les injections SQL. Donc déjà, dans un premier temps, il existe deux types de bases de données, donc les bases de données relationnelles et les bases de données non relationnelles. Donc les bases de données relationnelles, comment elles se construisent? Eh bien, c'est simple, il y a donc à la base une base de données qui va regrouper un ensemble de tables, et ces tables-là vont regrouper un ensemble de colonnes, et à l'intérieur de ces colonnes-là, il va y avoir des lignes qui vont correspondre à la data que vous stockez. Donc pourquoi on les appelle relationnelles? Tout simplement parce que entre les tables, eh bien, il y a des relations. Par exemple, dans le cadre d'une base de données qui s'appellerait Quasar CTF, il y a une table qui s'appelle article et une table qui s'appelle utilisateur. Eh bien, il va y avoir une relation entre la table article et utilisateur, et cette relation, ça va être l'article est rédigé par quel utilisateur. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la cardinalité qui correspond à combien d'instances de cette table-là ont de relation avec une autre instance d'une autre table. Par exemple, un article peut être rédigé que par un seul utilisateur, un utilisateur peut rédiger une multitude d'articles, euh, et donc voilà, donc là c'est un exemple de cardinalité et de relation entre deux tables. Dans le cadre d'une base de données non relationnelle, c'est complètement différent. Eh bien, déjà, il y a toujours le concept de base de données, mais par contre, il n'y a pas de table ni vraiment de colonne. Ça va être un ensemble de documents. Chacun des documents va avoir un ensemble de champs. Donc le document, c'est à peu près l'équivalent d'une table. Le champ, ça va être à peu près l'équivalent donc d'une colonne. Mais la particularité, c'est que un champ, donc l'équivalent une colonne dans une base de données relationnelle, peut avoir une multitude de sous-champs. Donc la relation entre les différents sous-champs sont liées en fait à l'intérieur même du document, alors que dans une base de données relationnelle, il aurait fallu créer une table extérieure et créer une relation entre deux tables. Là, on peut tout avoir dans un seul et même document. Donc c'est complètement différent, mais le principe est toujours le même, c'est-à-dire stocker de la data de manière permanente à l'extérieur d'un système. Donc, quand vous allez interroger par exemple un site internet qui est relié à une base de données, le process est assez simple. Donc, vous, en tant qu'utilisateur, vous allez faire donc une action sur le site internet. En fonction de cette action sur le site internet, eh bien, le site internet va faire une requête vers la base de données et la base de données va répondre à cette requête-là et vous la transmettre via le site internet. Donc maintenant, je vais vous parler de la première faille d'injection SQL, qui est le bypass authentication. Donc, en quoi ça consiste? Eh bien, par exemple, quand vous allez sur un site internet et qu'il y a un formulaire de login, donc par exemple, on vous demande un nom d'utilisateur et un mot de passe pour se connecter à votre compte, et ben, dans le cadre d'une requête pas protégée sur un serveur, eh bien, ça ressemblera à ça en back qui tourne. Donc, il y aurait le select des informations de l'utilisateur, where, donc les conditions pour pouvoir se connecter, entre guillemets, eh bien, c'est que le nom d'utilisateur qui est dans la base de données corresponde à ce que vous rentrez là, et que le mot de passe corresponde à ce que vous rentrez là. Et ben nous, l'objectif pour contourner cette requête-là, eh bien, c'est d'essayer d'injecter du code pour essayer de détourner et de modifier le comportement de cette requête-là. Donc comment on va faire déjà? Eh bien, la première étape, c'est essayer de sortir de la zone de saisie de l'utilisateur, ensuite d'injecter une condition qui est toujours vraie, dans le cas où on veut se connecter sur n'importe quel utilisateur, et sans connaître son mot de passe ni le nom d'utilisateur, et essayer donc d'injecter du commentaire pour supprimer toute la partie qui pourrait poser un problème de syntaxe sur le serveur. Donc déjà la première étape, sortir de la zone de saisie. Comment on peut sortir de la zone de saisie qui est ici, donc qui était représentée par les trois petits points avant dans le nom d'utilisateur? Eh bien, on va rajouter un guillemet. Qu'est-ce qui va se passer quand on va rajouter un guillemet? Eh bien, en fait, cette petite zone ici, eh bien, va être susceptible à l'injection de code. Donc, on sort complètement de la zone de saisie et on peut nous-mêmes essayer de fabriquer une requête SQL pour détourner la requête de base. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'injecter une condition qui est toujours vraie.
Par exemple, 1 égale 1, c'est toujours vrai, 2 égale 2, c'est toujours vrai. Alors, vous avez compris le principe. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour se connecter sur n'importe quel utilisateur, donc on ne connaît pas son nom d'utilisateur ni son mot de passe, eh bien, on va injecter une condition toujours vraie. Donc, par exemple, dans notre cas, eh bien, 1 égale 1. Et pourquoi on met un OR? Eh bien, tout simplement parce que en logique booléenne, quelque chose de faux, donc par exemple, nom d'utilisateur est égal à rien, bah, généralement, il n'y a pas de nom d'utilisateur qui est égal à rien dans une base de données, c'est assez rare. Donc, ça va nous return quelque chose de faux, de manière booléenne, ou quelque chose de toujours vrai, 1 égale 1, c'est toujours vrai, et bien ce qui va se passer, c'est que faux ou vrai va nous donner vrai. Donc ça veut dire que le serveur, donc la base de données, va nous return quelque chose. Ça, c'est sûr. Donc après, ce qui va se passer, c'est que quand on fait ça, eh bien en fait, toute cette zone ici, eh bien en fait, ça va représenter une erreur de syntaxe, puisque on va avoir quelque chose de faux ou quelque chose de vrai, donc qui va nous donner quelque chose de vrai, mais guillemets end password est égal à quelque chose, bah ça va faire bugger le serveur, parce que bah, il connaît pas, il va nous dire bah, erreur de syntaxe SQL. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et ben maintenant c'est la dernière étape, on va ajouter du commentaire pour supprimer la partie qui nous pose problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà on rajoute un point virgule pour dire eh bien ça va être la fin de la requête SQL, comme ça remplace le point virgule qu'il y avait ici, et on met en commentaire ce qui nous posait problème avant. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Donc déjà, les commentaires aussi, c'est important de le noter. Là, je vous ai mis tiret parce que ça marche pour SQL Server, mais ça dépend des SGBD, donc des systèmes de gestion de base de données. Si vous avez MySQL, bah en fait, ça va être tiret espace ou dièse. Dièse, c'est le mieux, on va pas se mentir. Si c'est SQL Server, dièse ou tiret, ça fonctionne. Donc nous, en tout cas pour le cas du CTF, vous allez utiliser des dièses parce que c'est, dans mon cas, c'est une base MySQL. Donc du coup, faites-le avec des dièses. Ne faites pas exactement comme dans l'exemple ici. Donc du coup, là, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on a fait ça? Bah, en fait, on vient de complètement transformer la requête. Et en fait, on l'a transformée en celle-là. Donc quand on injecte juste ce bout-là ici, donc la partie pour escape la saisie, donc avec le guillemet, une injection de quelque chose qui est toujours vrai, et ensuite le fait de enlever toute la partie qui pourrait poser problème au niveau en termes de syntaxe, eh bien, vient de créer cette requête-là. Donc concrètement, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va chercher des informations d'utilisateur ou une connexion ou n'importe, donc dans la table des utilisateurs, where le nom d'utilisateur est égal à rien ou quelque chose de toujours vrai. Donc ça veut dire qu'il va nous return un utilisateur et on va être connecté sur un utilisateur quelconque, sans avoir ni son nom d'utilisateur, ni son password. Donc ça, c'est plutôt pratique. Là, maintenant, on va voir un autre scénario, c'est quand on veut se connecter sur un utilisateur précis, mais qu'on ne connaît pas son password. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire à peu près les mêmes étapes, sauf qu'on va rajouter une autre étape, qui est, on va d'abord saisir le nom d'utilisateur, ensuite on va sortir de la zone de saisie, et ensuite on va injecter du commentaire pour enlever la partie mot de passe. Donc qu'est-ce qu'on va faire concrètement? Première étape, on écrit le nom d'utilisateur qu'on veut. Par exemple, on veut usurper l'identité de superadmin123. On sait qu'il existe sur la base de données. Par exemple, on a fait une campagne d'OSINT, on sait que l'utilisateur superadmin123 existe sur le serveur, et on veut essayer de voler son identité. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on le saisit. Qu'est-ce qui va se passer en back? Eh ben, en fait, on aura saisi le nom d'utilisateur, mais le password ici, bah, il va rester vide. Donc, du coup, bon, bah, il va falloir essayer de faire quelque chose pour essayer de supprimer la partie password, parce que superadmin n password est égal à rien, bah, le n password égal à rien va return faux. Quelque chose de vrai et quelque chose de faux va return faux. Donc, on va pas pouvoir être connecté. Donc là, l'objectif, c'est d'enlever toute cette partie-là. Tout le end password est égal à quelque chose. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On sort de la zone de saisie, comme on l'a fait dans l'étape d'avant. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, donc quand on rajoute le guillemet, eh bien toute la zone qu'on a ajoutée ici, eh bien là où il y a donc mon curseur, va être injectable, donc on va pouvoir injecter du code. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, eh bien fin de saisie, donc on va lui mettre le point virgule, et on va lui injecter le commentaire. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, la requête, quand on rentre ceci dans le nom d'utilisateur, va se transformer en bah, je veux me connecter avec seulement le nom d'utilisateur superadmin123 et sans son password. Donc le password a été complètement banni de la requête. Par contre, quand vous allez faire le setf, aussi quelque chose d'important à noter, c'est que généralement, il y a un petit filtre HTML qui dit que le password, il faut qu'il y ait une valeur dedans. Mais comme vous l'avez mis en commentaire et qu'il n'y a rien dedans,
vous pouvez écrire ce que vous voulez dedans, n'importe quoi, vous mettez des caractères random dedans et ça va pas poser de problème. C'est juste pour essayer d'éviter, donc si par exemple le formulaire HTML vous dit oh il faut aussi mettre saisir un password, bah saisissez n'importe quoi, ça va passer. Donc là, on a vu qu'on pouvait soit se connecter sur un utilisateur complètement aléatoirement, donc sans connaître nom d'utilisateur ni password, et on peut aussi usurper l'identité d'une personne, donc en mettant juste son nom d'utilisateur et sans connaître son password. Maintenant, je vais vous présenter une seconde faille donc web qui est l'Union Select Attack, donc un autre type d'injection SQL. Là, l'objectif, c'est de carrément détourner un service, par exemple une page internet qui affiche des articles, donc qui va piocher dans la table des articles dans la base de données, et essayer de détourner cette requête-là pour aller carrément récupérer des informations dans une autre table, et donc par exemple essayer de récupérer des identifiants et des mots de passe d'utilisateurs du site internet, alors qu'à la base la requête c'était simplement d'afficher des articles. Donc comment ça se passe? Donc déjà, à la base, on va voir donc une requête toute simple qui permet d'afficher le contenu des articles, donc par exemple l'ID, le contenu et l'auteur d'un article, avec un filtre sur l'ID. Donc nous, notre objectif, c'est de sortir de ce filtre de l'ID là et de demander au serveur, et donc à la base de données surtout, de nous sortir des informations carrément sur une autre table, donc avoir une autre table qui soit concernée par la requête. Donc déjà, on va voir comment récupérer des informations dans une table qui pourrait s'appeler par exemple la table des utilisateurs, donc la table user. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de faire donc une requête de union select qui est un type de requête dans les bases de données, que ce soit MySQL ou SQL en général. Et donc, déjà, le premier objectif pour mener à bien une union select attack, c'est de déterminer le nombre de colonnes qu'il y avait dans la requête de base. Donc, par exemple, dans le cadre de cet exemple-là, on peut voir qu'il y a 3 colonnes, mais par exemple, sur une page internet, on ne sait pas exactement combien il y a de colonnes qui sont impliquées dans la requête qui tourne en back sur le serveur. Donc, l'objectif, c'est de compter combien il y a de nombre de colonnes dans la requête de base et aussi essayer de déterminer quel est le type des colonnes qu'il y avait dans la requête de base. Donc, les différentes étapes, voilà le résumé. Donc, trouver le nombre de colonnes, trouver le nom des colonnes et des tables dans la base de données, puis vider la base de données. Donc, je vais vous montrer comment procéder. Alors, déjà, dans le cadre donc d'une requête toute simple, par exemple, là, on cherche l'article qui a l'ID numéro 1 et on souhaite, par exemple, récupérer son ID, son nom, l'auteur et le contenu de l'article. Et qu'est-ce qu'on va faire pour déjà trouver le bon nombre de colonnes? Eh bien, on va injecter des nuls. Donc déjà, donc on va faire un union select. Donc union select qui veut dire, eh bien, je veux donc récupérer des informations dans une autre table. Sauf que la condition, comme on l'a vu avant, c'est de trouver le bon nombre de colonnes et le bon type. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met un nul. Pourquoi on met un nul? Parce que le null type, c'est un type qui n'a pas de type, justement. Donc du coup, il est compatible avec tous les types. Donc par exemple, si à la base, la première colonne, c'est un ID, donc un type integer, et bien ici, par exemple, si on avait mis une chaîne de caractères, et bien en fonction des SGBD, donc des systèmes de gestion de base de données, le serveur aurait pu return une erreur, et donc c'est plus compliqué de trouver le bon nombre de colonnes si on ne met pas des nuls, et si directement on commence à remplir avec des valeurs. Donc on le fait bien avec un nul pour éviter de faire trop bugger le serveur. Et donc là, dans notre cas à nous, donc ça va générer une erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le bon nombre de colonnes. Là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 colonnes et que là, il y en a, on a fait qu'un seul nul. Donc ça veut dire qu'on allait piocher qu'une seule colonne. Donc ça ne respecte pas le fait qu'il y ait le bon nombre de colonnes entre la requête de base et la requête de union select qu'on ajoute. Et donc ça va générer une erreur. Mais l'erreur ne sera pas liée au type, puisqu'on aura mis un nul. Donc on est assuré que c'est bien pas le bon nombre de colonnes. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va rajouter à chaque fois des nuls, les uns à la suite des autres, jusqu'à ce qu'on trouve le bon nombre de colonnes. Et comment on sait qu'on aura trouvé le bon nombre de colonnes? Eh bien quand le serveur aura arrêté de return des erreurs. Donc là, on voit que, eh bien, il y a bien 4 nuls. Comme il y a 4 nuls, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le serveur ne va pas return d'erreur, puisque à la base, la requête de base faisait un select sur 4 colonnes. Donc, on a bien réussi à trouver le bon nombre de colonnes. Comment? En faisant donc en rajoutant union select
et le bon nombre de nuls qui correspond au bon nombre de colonnes. Ce sera beaucoup plus simple de vous montrer comment vraiment on effectue ce genre d'attaque-là dans la partie démonstration, mais en tout cas théoriquement c'est à ça que ça ressemble. Donc une fois qu'on a trouvé le bon nombre de colonnes, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien déjà on va voir un premier scénario où eh bien, on sait qu'il y a la colonne username et la colonne password dans une table user. Donc déjà, le travail est quasiment déjà terminé. Donc on va voir ce cas de figure-là, et après on va voir un cas de figure où bah, en fait on connaît absolument rien du serveur, on connaît pas les tables qu'il y a dedans, on connaît pas les colonnes qu'il y a dans les tables, et on va du coup faire de l'énumération de base de données. Pour le moment, on va se concentrer sur un cas simple où on connaît les informations. Donc on sait qu'il y a users, la table users, et username et password comme colonne de cette table-là. Donc on avait vu dans la première étape qu'il y avait donc 4 colonnes dans la requête de base. Donc on avait bien, c'était les bons nuls. Et donc là, on va juste rajouter donc union, select. Après, ça aurait très bien pu être username à la place de nul, on aurait très bien pu intervertir. Mais je vais vous montrer exactement comment faire en sorte de bien choisir la bonne requête à envoyer. Donc là, on va lui demander, eh bien, je veux la requête de base, donc un ID qui est donc un article qui est l'ID 1, mais je veux aussi que tu ailles me récupérer username et password from la table des users. Et là, on va récupérer tous les noms d'utilisateurs et tous les passwords de la table des utilisateurs, alors qu'à la base, la requête, c'était simplement d'afficher un article. Donc, on peut carrément détourner le comportement de base d'une requête SQL. Donc là, plus précisément, plus schématiquement, à quoi ça ressemble. Donc là, à la base, on avait la requête toute simple de base. Donc par exemple, un site qui affiche des articles. On sait que dedans, bah, il y a une table qui s'appelle users avec des colonnes username et password. Et bah, qu'est-ce qu'on fait? Et bah, donc à la base, l'affichage des articles, et ben on va essayer de détourner cet affichage-là en allant piocher directement des informations dans une autre table qui appartient à la base de données. Et on va avoir, donc, en plus des articles, tous les utilisateurs, les noms d'utilisateurs et passwords de la table des utilisateurs. Donc c'est assez pratique quand on veut récupérer les credentials de tous les utilisateurs du site. Donc là maintenant, on va voir un deuxième scénario, donc quand on ne connaît pas le nom des colonnes et des tables. C'est un scénario bah, évidemment beaucoup plus réaliste, hein, parce que généralement on ne connaît pas la structure de la base de données qu'on attaque. Généralement, c'est assez improbable. Donc là, on va essayer de faire de l'énumération de base de données, donc essayer de découvrir déjà quel est le nom de la base de données, quel est même l'utilisateur qui utilise actuellement la base de données. Euh, donc ça, à la rigueur, c'est pas le plus important. La database, c'est vraiment une requête très importante. Je vais vous montrer exactement comment on fait dans la partie démonstration, parce que là, c'était un peu plus compliqué à mettre en place sur le PowerPoint, mais avec une démonstration, ce sera beaucoup plus parlant. Et les tables les plus intéressantes, en tout cas pour le SGBD MySQL, c'est information schema.tables, donc qui va en fait regrouper l'intégralité des tables qui sont dans la current database, donc la database qui est actuellement utilisée par le site internet, et aussi information schema.columns qui va donc répertorier toutes les colonnes d'une table précise de la base de données que vous avez énumérée. Donc voilà, dans la partie démonstration, ce sera, j'espère, un petit peu plus clair. Ensuite, donc on peut voir aussi donc un outil qui est complètement automatisé, qui permet de détecter toutes les failles d'injection SQL dans un site internet et de les exploiter très facilement, même si à la main parfois c'est extrêmement compliqué d'exploiter certaines failles d'injection SQL. L'outil SQL Map est un excellent outil pour pouvoir exploiter facilement les bases de données. Donc si jamais vous êtes intéressé, eh bien je peux vous faire une vidéo de démonstration de comment utiliser SQL Map. Mais en tout cas, dans cette vidéo, on va pas forcément en parler puisque on va surtout expérimenter donc des failles d'injection SQL et essayer de les faire à la main pour essayer de comprendre vraiment ce qui se passe derrière. Mais en tout cas, oui, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un message sur Discord ou n'importe, et je peux essayer de vous faire une petite vidéo de comment utiliser SQL Map et pour du coup exploiter des bases de données beaucoup plus facilement sur parfois des payloads de SQL injection qui sont vraiment compliqués. Donc maintenant, on va parler de comment protéger votre code contre ces fameuses injections SQL que vous allez effectuer sur le serveur. Donc déjà, il faut utiliser des prepared statements dans vos codes. Par exemple, si vous avez un site internet en PHP qui va interroger une base de données pour afficher des choses ou pour faire de l'authentification ou n'importe, bah c'est hyper important d'utiliser des prepared statements qui sont donc évidemment utilisables dans énormément de langages de programmation, donc pas que le PHP, hein. Donc utiliser des prepared statements, en fait, ça empêche de sortir de la zone de saisie, qui était en fait bah, vraiment la clé de l'injection SQL, comme on l'a vu avant, c'était de sortir de la zone de saisie pour détourner la requête de base. Donc là, les prepared statements, en fait,
empêche l'utilisateur du site internet de pouvoir sortir de la zone de saisie et donc pouvoir injecter son code malicieux à l'intérieur de la requête pour la détourner. Et évidemment, si vous utilisez par exemple, vous stockez des informations un peu sensibles sur votre base de données, bah, c'est hyper important d'utiliser donc des hashes non réversibles pour protéger vos passwords. Donc par exemple SHA-256, MD5, enfin, il y en a plein d'autres. Et donc vous inquiétez pas. Pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'un hash non réversible et en quoi ça peut protéger des passwords. Et aussi, je vais vous montrer évidemment comment craquer ces hashes non réversibles. Donc maintenant, on se retrouve dans la partie démonstration des injections SQL et surtout des Union Select Attack, puisque la partie bypass authentification, on a fait à peu près le tour dans la partie présentation un petit peu théorique. Si vous suivez toutes les étapes, vous allez vous en sortir sans problème dans le CTF. Et là, je vais vous présenter un cas concret d'injection SQL par Union Select Attack, et surtout dans le cas où on ne connaît absolument pas la structure de la base de données qui se trouve sur le serveur. Donc on ne connaît pas le nom des tables, on ne connaît pas le nom des colonnes. Donc on va faire l'énumération pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y a un petit peu près dans la base de données, essayer de retirer des informations de tables qui sont plus ou moins intéressantes sur la base de données. Donc du coup, là, la première étape, donc déjà on voit là, donc c'est un petit site internet donc c'est un exemple que j'ai pris de TryHackMe, donc qui est un lab d'injection SQL. J'ai pris cet exemple-là parce que ça ressemble un petit peu à ce que vous aurez dans le CTF, mais c'est évidemment pas pareil. Comme ça, je vous spoil pas trop un petit peu la démarche de comment il faut faire sur le CTF. Mais en tout cas, dans la démarche, c'est exactement la même chose. Donc là, vous voyez, c'est exactement comme dans la partie théorique. Donc c'est un site internet qui permet de récupérer des articles en fait. Par exemple, là, on voit qu'on cherche l'ID 1, l'article d'ID 1. Donc, on a le titre de l'article, visiblement, on a son ID, on a aussi son contenu. Bon, là, il n'y a pas son auteur comme dans la partie euh, théorique que je vous ai présentée avant, mais dans l'esprit, c'est la même chose. Par exemple, là, si on change le 1 par un 2, on va avoir l'article numéro 2, et ainsi de suite. Donc là, la première étape déjà qu'on va faire, c'est essayer de checker si c'est vulnérable ou pas aux injections SQL par Union Select Attack. Donc comment on va faire déjà? Donc on va faire un petit truc en plus que je ne vous avais pas spécifiquement montré dans la partie théorique. Mais si par exemple vous avez un ID qui est valide, donc l'ID 2 qui va bien return un article, et que je lui mets une condition qui est fausse, par exemple end 1 égale 2, logiquement, si c'est donc vulnérable aux injections, ce qui va se passer, c'est que l'ID va complètement disparaître, puisqu'on va lui injecter nous-mêmes un bout de code qui va normalement perturber le serveur, puisque end 1 égale 2, donc quelque chose de faux, et quelque chose de vrai, bah, ça donne quelque chose de faux en logique booléenne. Donc du coup, là, logiquement, l'article devrait disparaître. Là, on voit que ça a disparu. Donc si ça a disparu, ça veut dire que ce que je viens d'injecter a vraiment été exécuté comme une commande SQL. Ça veut dire qu'on peut faire la commande SQL qu'on veut dedans. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire du union select. Donc comme je l'ai dit donc avant, le premier objectif, c'est de trouver le bon nombre de colonnes. Donc trouver le bon nombre de colonnes, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire qu'on va faire déjà un union select. Je pousse ma souris. Donc union select. Et je vais rajouter donc je vais zoomer un peu quand même pour que vous voyez bien, on ne sait jamais avec la qualité du stream. Alors, donc là, donc union select, on va rajouter un nul. Et là, normalement, il devrait y avoir encore soit no result found, ça c'est généralement sur les serveurs un petit peu protégés, soit en fait, on va avoir une erreur SQL qui va nous dire, bah là, t'as pas mis le bon nombre de colonnes. Donc là, on va faire entrer. Et là, on voit qu'on a une erreur SQL. Et qu'est-ce que c'est que l'erreur SQL? Bah, c'est qu'en fait, on n'a pas le bon nombre de colonnes. Donc là, déjà, ça veut dire qu'on est quand même sur la bonne voie. Ça veut dire que déjà, on peut faire des injections SQL par union select, il n'y a aucun problème. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute encore un nul. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, il y a encore un problème. Comme il y a encore un problème, bah, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute encore un nul. Et là, c'est magique. On se retrouve dans le cas où ça refonctionne. Donc, ça veut dire qu'on a trouvé le bon nombre de colonnes. Ça veut dire que dans la requête de base, il y avait bien 3 colonnes. Et la requête de base, vous voyez qu'on n'y a pas accès puisque ça tourne en back sur le serveur. Là, pour le coup, on n'a pas accès. Donc du coup, on sait qu'il y a 3 colonnes. Donc là, ce qu'on va faire, là, c'est un cas un petit peu particulier qui ne sera pas du tout pareil que sur le CTF. C'est que là, en fait, ça ne peut afficher qu'un seul article. Moi, dans le CTF, vous allez voir, c'est un tableau que vous allez afficher. Donc, comme c'est un tableau, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de galère, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment laisser un article valide. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment de laisser un article valide, puisque moi, sur mon serveur, ça ne va pas return d'erreur SQL quand vous n'allez pas saisir le bon nombre de colonnes. Donc, vraiment, si vraiment je peux vous donner un conseil pour bien mener à bien le union select sur mon CTF,
c'est qu'il faut saisir un nom d'article, ça va être des articles et des stocks, vous allez voir. Eh bien, saisissez un qui est juste, donc vous allez voir la ligne apparaître, et faites vos union select avec des nuls, et tant que la ligne qui est censée être bonne n'apparaît pas, ça veut dire que c'est pas bon. Parce que là, ça va pas return d'erreur, donc en gros, vous, l'erreur, c'est que un article qui a donc un ID valide disparaisse. Ça voudra dire que c'est une erreur. Si d'un coup il se remet à apparaître, ça veut dire que c'est bon, vous avez trouvé le bon nombre de colonnes. Donc voilà. Donc vraiment, appliquez ce conseil-là, sinon vous allez galérer pour trouver le bon nombre de colonnes. Donc du coup, là, dans notre cas, c'est différent, parce que là, comme il peut en afficher qu'un seul, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un peu l'inverse que ce qu'il y a dans mon CTF, c'est-à-dire qu'on va lui mettre un ID qui n'y a pas en fait, qui n'existe pas. Donc du coup, l'ID 0 à la base n'existe pas. D'ailleurs, je vais vous montrer que ça n'existe pas, comme ça on est bien d'accord. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'ID 0 dans les articles. Donc du coup, hop, on va pouvoir remettre ça. Donc comme il n'y a pas d'article valide pour 0, bah, en fait, il va exécuter cette requête-là. Mais vous ne concentrez pas là-dessus, vous faites avec un article valide, et quand il réapparaît, quand vous faites vos manipulations, ça voudra dire que c'est bon. Ok. Donc du coup, là, vous voyez que, eh bien, on peut afficher du contenu. Donc là, on va tester, par exemple, avec une chaîne de caractères, est-ce que, par exemple, on peut faire afficher A, par exemple, 2A, comme ça. Là, on voit que c'est apparu ici. Donc, super, ça veut dire qu'on va pouvoir afficher des informations type string ici. Là, on va mettre B ici, on va voir où est-ce qu'il va apparaître. On voit qu'il apparaît ici, donc ça veut dire que là aussi, quand on n'a pas de problème, c'est nickel, on va pouvoir faire apparaître du string un peu où on veut, c'est génial. Et là, on va mettre C, et là, on voit qu'on peut vraiment écrire un peu partout où on veut dans la requête. Là, c'est un exemple facile. Dans mon CTF, c'est à peu près pareil aussi, donc vous ne posez pas trop de questions par rapport à l'ordre de ce que vous affichez, il n'y a pas de souci. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, donc on va se mettre dans le B, puisque c'est là où c'est écrit le plus gros. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la current database. Afficher la current database, on l'a vu, c'est la requête database, comme ça, avec parenthèse, parenthèse. Donc là, on voit que la base de données dans laquelle en fait, la requête qu'on fait évolue, eh bien, c'est dans la base de données qui s'appelle SQLi1. Donc déjà, c'est une très bonne information. Ça veut dire que bah, la base de données actuelle, elle s'appelle comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de lister les tables qu'il y a dans cette base de données-là. Donc, comment on va faire? Là, comme je vous ai dit avant, c'est un cas un peu spécial où on peut afficher qu'une seule information. Donc, je vais utiliser un truc que vous n'aurez pas du tout besoin d'utiliser dans le CTF, mais voilà. En tout cas, ne soyez pas perturbés. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, comme on peut afficher qu'un seul élément, on fait un groupe concat, mais ça, vous n'en avez pas du tout besoin pour vous. Donc, vous en préoccupez pas. Vous allez directement rentrer ce que je vais saisir dans la parenthèse du groupe concat. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut les noms des tables. Donc, ça va être table name. Super. Et on avait dit que c'était dans quelle table? La table justement qui répertorie les tables, c'est information schema.tables. Donc, on va faire from information underscore schema.tables. Et par contre, on va mettre une petite condition pour éviter de récupérer toutes les tables de la base de données, parce qu'il y a beaucoup de tables qui sont utilisées pour la config, et bah, on n'en a vraiment pas besoin, ça va nous faire une liste vraiment trop grande, donc ça on s'en fout. Nous, on veut que les tables qui se trouvent dans cette base de données précise, qui nous intéresse. Donc du coup, on va mettre une petite condition, donc where, et là, la condition, c'est quoi? C'est table schema, qui nous permet en fait de fixer la base de données qu'on veut. Table schema est égal à SQLi. SQLi, pardon, one. Hop, on va mettre ça. Donc là, on voit que bah, grâce à notre requête, eh bien, on a récupéré les différentes tables qui sont dans notre base de données. Donc on a la table article, bah, assez explicite par rapport à la requête qu'on avait de base, et staff users. Ça, c'est plutôt intéressant, puisque généralement, quand on a une table qui stocke bah, des utilisateurs, généralement, eh bien, on va stocker les noms d'utilisateurs et les passwords de cette table-là. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a trouvé les tables dans la base de données, bah maintenant on va trouver les colonnes dans cette table-là, dans la base de données SQLi1. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là, ça va être aussi un groupe concat. Vous occupez pas de groupe concat comme j'ai dit, évidemment, vous mettez que table name. Donc là, ça va être différent, ça va être column name. Hop, donc là, pour récupérer les colonnes, donc column name, donc from information schema, pas .tables, mais maintenant .columns. Voilà.
where table schema est égal à database. Donc ça, c'était pour avoir la base, dans la base de données SQL E1. Et maintenant, on va rajouter notre condition qui est quoi? Qui est que on veut que, je vais zoomer encore un petit peu plus au cas où, on veut que quoi? On veut que le table name, c'est égal à quoi? Est égal à staff user. Donc table name est égal à staff users. Donc là, on voit maintenant que, qu'est-ce qu'il y a comme colonne? Dans la table staff users de la base de données SQLE1, là on aurait pu remplacer par SQLE1, mais bon, c'est pareil, eh bien il y a ID, password et username. Bon, bah là c'est plutôt cool, donc ça veut dire qu'on va essayer de récupérer ces petites informations-là. Donc là, une fois que vous avez tout ça, on se retrouve en fait dans le même cas que ce que je vous ai laissé dans le CTF, donc la première partie où en fait vous avez les informations par rapport au nom des colonnes et par rapport au nom de la table. Donc au final, là, cette partie de la vidéo, là, à partir de maintenant, c'est valable pour aussi le premier cas que vous allez faire en connaissant le nom de la table et le nom des colonnes. Donc là maintenant, on se retrouve en terrain complètement connu. Donc là, on va pouvoir effacer pas mal de ces informations-là. Donc là, on a fini l'énumération. Ça y est, on a énuméré la base de données. Pour faire le résumé, on a quoi? On a deux tables, article et staff user, dans la base de données qui s'appelle SQLE1, et dans la table des staff users, et ben on a les colonnes ID, password, username. Donc là, ça veut dire qu'on a fini vraiment complètement l'énumération de la base de données, en tout cas tout ce qui nous intéressait. Et donc maintenant, on va vraiment passer à la partie exploitation, donc qui est un petit peu intéressante, c'est-à-dire là, on va vider la table en fait des utilisateurs. Donc là, hop, on enlève toute cette requête-là, qui au final maintenant ne nous sert plus à grand chose, puisque maintenant on connaît vraiment beaucoup de choses sur la base de données, même tout ça, tout le from, on l'enlève maintenant, on s'en fout, et maintenant ce qu'on veut, c'est afficher les noms d'utilisateurs et passwords des utilisateurs. Donc vous, pareil, hein, carrément ce qu'on peut faire, on va faire, là on va le faire dans le même groupe concat, mais je vais vous faire l'équivalent de ce que vous voulez faire normalement pour le CTF, en tout cas ce que vous devez faire. Donc du coup, là on va le faire la version qui est un petit peu pratique visuellement, mais qui n'est pas vraiment représentative de ce que je vous ai laissé dans le CTF. Mais voilà, donc là on va chercher le username. Là je vais mettre un petit séparateur pour que ce soit un peu plus visuellement graphique, un peu plus joli. Donc là ça veut dire l'username il sera séparé par le password via 2 points, ça sera un peu plus visible. Et donc on a password, super, donc dans le même groupe concat pour que ce soit affiché au même endroit. Et par contre cette fois, bah, maintenant en fait from la table quoi, eh ben, elle s'appelle staff user. Et maintenant normalement vous allez tout trouver comme ça. Et là, voilà, donc à la base, on avait quoi? On avait une table qui affichait des articles, et maintenant on a carrément une requête qui nous permet d'afficher les noms d'utilisateurs et passwords de chacun des membres de la base de données, en tout cas tous ceux qui sont enregistrés dans la base de données. Donc c'est plutôt pratique. Maintenant je vais vous faire vite fait la petite requête comme normalement vous auriez dû la faire dans le CTF, puisque comme c'est organisé sous forme de tableau, graphiquement vous n'aurez aucun problème, ce sera beaucoup plus simple que ce que j'ai dû faire avec un groupe concat, etc. Mais en gros, vous, ce que vous aurez un petit peu à faire, ce sera plutôt une requête de ce type-là. Donc, on va avoir username. Hop, ça, on l'enlève. Tac, on remplace le cc par password. Et normalement, la tête de votre requête ressemblera un petit peu plus à ça. Sauf que là, évidemment, comme c'est ça peut afficher, comme je vous ai dit, qu'un seul élément, là, vous n'avez pas la liste. Mais en tout cas, vous, ce sera plutôt, il y aura une colonne username, une colonne password, et ça va l'afficher correctement dans le tableau. Donc voilà un petit peu comment on a détourné complètement une requête de base qui était normalement faite pour afficher des articles, et maintenant on a réussi en fait à vider complètement une autre table qui n'appartient pas du tout à la requête de base en faisant une union select attack.